L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Et si pour LeBron, revenir à Cleveland, c'était finalement bien plus dangereux que ce que l'on voudrait bien croire. Pourtant, au premier abord, une fin de carrière, là où tout a commencé, ça sonne presque comme une évidence. Bien sûr que ce serait beau, c'est certainement crédible également, mais la vraie question c'est, est-ce que LeBron a vraiment envie de finir sa carrière comme ça ? Et ben après avoir abordé la piste des Sixers il y a 2 jours, aujourd'hui, on va se concentrer sur le dossier des Cavaliers. Mais avant de commencer, vous l'avez vu, en ce moment, les sondages Instagram sont en pause pour l'été, mais venez quand même me suivre là-bas, ça reste le réseau où je suis le plus actif, celui où je vous tiens au courant de toute mon actu, mais aussi celui où je vous réponds le plus. Et si vous aimez mon contenu, abonnez-vous ici également, je vous ai prévu plein de choses pour l'été et pour les semaines à venir. Mais ouais, aujourd'hui on va essayer de démêler la rumeur LeBron à Cleveland, parce que les Cavs, sur le papier, ça ressemble au retour parfait, mais quand on gratte un peu, il y a cette histoire de minimum vétéran, il y a une équipe à 52 victoires, et encore d'autres choses qui peuvent coincer, le fit, les aprons, le poids du symbole, bref, c'est beau, mais peut-être pas si simple. Allez, installez-vous bien, rafraîchissez-vous, on a encore un bon gros dossier à traiter ensemble aujourd'hui. Le vrai piège, je pense, avec Cleveland, c'est de rester bloqué sur la belle image. LeBron aux Cavaliers, forcément, ça réveille tout. Akron, la promesse tenue, le premier titre de la franchise, sauf qu'il faut aussi aller plus loin que ça. Cleveland n'existe pas seulement parce que les fans rêvent d'une tournée d'adieu à la maison. La piste a pris du poids parce que Rich Paul l'a remise lui-même dans la discussion, et pas juste avec une phrase polie, du style « Cleveland restera toujours spécial ». Il a cité Dan Gilbert, Kobe Altman, Brandon Wims, donc on n'est plus seulement sur des maillots photoshopés et des hashtags One Last Dance sur les réseaux sociaux. Là on parle de gens précis, de vraies relations, et dans le dossier LeBron ça compte énormément. Et s'il a cité Gilbert, Altman et Wims, c'est pas anodin. Gilbert, ça dit que la relation avec la franchise est assez réparée pour être remise sur la table. Altman, c'est un cadre connu, quelqu'un qui sait ce que l'environnement LeBron implique. Et Wims, c'est peut-être le vrai détail qui pèse le plus, un proche intime de LeBron, aujourd'hui dans le front office des Cavaliers. En clair, Cleveland n'a pas juste l'histoire, Cleveland a encore des relais qui peuvent lui donner envie de revenir. Et ça, toutes les franchises ne peuvent pas lui offrir, c'est pour ça qu'il faut ouvrir ce dossier sérieusement. Mais Rich Paul n'a pas fait que de Cleveland une jolie carte postale, il a aussi rappelé un truc moins vendeur. Darius Garland n'est plus là, alors que LeBron l'apprécie beaucoup, et quelque part ça rend son discours plus crédible. Il ne raconte pas juste « tout est parfait, rentrons à la maison », il parle comme quelqu'un qui regarde vraiment l'option, avec ce qui attire, mais aussi ce qui peut gêner. Donc oui, il y a du romantisme évidemment, mais il n'y a pas que ça, et avec LeBron, on sait que bien souvent, le timing fait partie du feuilleton. Déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est que ce que Cleveland a dans les mains, les autres franchises ne peuvent pas le copier. Philadelphie peut vendre une franchise très armée, Miami peut vendre Spoelstra, Golden State peut vendre Stephen Curry, mais à Cleveland, quand même, il y a un vrai truc à part. Ils peuvent proposer le décor le plus fort sentimentalement pour terminer une carrière si glorieuse. Sauf que bon, dans l'Ohio, avec LeBron, tout n'a pas toujours été rose non plus. Le départ de 2010, The Decision, les maillots brûlés, la lettre de Dan Gilbert, il faut pas l'oublier cette partie-là. C'est aussi pour ça que le retour de 2014 a été aussi fort. LeBron ne revenait pas juste pour changer de maillot, il revenait réparer un truc, et en 2016, il boucle la boucle, remontada d'un 3-1 contre les Warriors, premier titre de l'histoire de la franchise, le Cleveland This is for you. À partir de là, son histoire avec les Cavaliers a réellement pris un tournant spécial. Aujourd'hui, donc, plus besoin de revenir à Cleveland pour régler une dette, elle est réglée depuis longtemps. Là, l'idée numéro 1, elle vient plutôt de l'image, finir sa carrière sous le maillot qui, pour lui, a eu le plus de sens dans son aventure en NBA. Et vraiment, je le répète, parce que c'est important, narrativement, Cleveland, c'est quasi impossible à battre. LeBron n'a jamais vraiment quitté l'Ohio, Akron, sa famille, sa fondation, l'école High Promise, les projets autour de sa communauté, ça sort pas de nulle part tout ça. Cleveland peut lui offrir plus qu'un rôle ou une chance de gagner, Cleveland peut lui redonner ses racines. Oui, LeBron a déjà pris des décisions froides dans sa carrière, mais si la fin doit raconter autre chose qu'un simple dernier contrat en NBA, les Cavaliers ont une carte énorme. Les autres peuvent lui vendre un projet, Cleveland peut lui vendre le bouquet final, et scénaristiquement c'est fort. Mais revenons un peu au basket, parce que bon, le romantisme c'est bien, mais je préfère parler du terrain. Les Cavs actuellement possèdent aussi une vraie équipe, 52 victoires la saison passée, une attaque top 6, une finale de conférence, un coach sérieux, des joueurs référencés. On n'est pas juste dans un mode où il faut sauver les meubles tiennent déjà debout, et franchement, ils sont même plutôt bien rangés. Cleveland a déjà une structure, et honnêtement, ça change toute la lecture du dossier. Mitchell est la première option offensive, Harden organise, Mobley possède le profil de l'ailier fort moderne, Allen protège la peinture. Dans ce roster, on comprend parfaitement qui fait quoi, et pour intégrer une star de 41 ans, cet équilibre est peut-être encore plus important que les gros noms sur le papier.
À ce stade de sa carrière, LeBron, j'imagine, n'a plus envie d'arriver quelque part pour avoir à tout porter sur son dos. Après, on va pas faire comme si les Cavs étaient déjà injouables. L'attaque était performante, mais la défense avait des failles, et leur finale de conférence perdue 4-0 contre New York rappelle qu'il y a encore pas mal de chemin à faire jusqu'au titre. Se faire sweeper en finale de conférence, c'est pas non plus honteux, mais ça dit quand même un truc. Cleveland est sérieux, Cleveland est bien positionné dans la conférence Est, mais Cleveland n'est pas encore capable d'aller au bout. C'est là que le retour de LeBron, sportivement, peut devenir intéressant. Dans ce scénario, il ne viendrait pas remettre les Cavaliers sur la carte, ils y sont déjà, mais il viendrait ajouter du sérieux, de l'expérience, de la taille, de la lecture et du calme quand tout s'accélère. Puis surtout, il apporterait une ambition différente, parce qu'un groupe avec LeBron, Mitchell, Harden, Mobley, Allen et Atkinson ne peut plus vraiment se contenter de faire une belle saison. À un moment, il faut devenir une vraie menace. C'est bien pour tout ça que Cleveland est une destination crédible avec pas mal d'arguments. Kenny Atkinson a déjà installé un cadre, l'équipe a déjà vécu des matchs de playoff lourds, et les Cavs n'ont pas besoin de LeBron pour redevenir compétitifs. Le pitch sportif, en gros, c'est viens ajouter ce qui manque à une équipe déjà dans la course. Pas une équipe morte, pas un projet flou, une base solide avec encore assez de marge pour que ton arrivée change quelque chose et nous pousse vers le haut. Reste savoir maintenant comment tu l'intègres LeBron au milieu de tout ce beau monde. Oui, il y a des gros CV, mais on le sait, en playoff, ça ne suffit pas, il faut aussi une alchimie. Et plus j'y pense, et plus je me dis que le fit à Cleveland est peut-être moins évident que ce qu'il n'en a l'air au premier abord. Les Cavaliers ne manquent pas de création, Mitchell et Harden peuvent déjà s'occuper de tout dans le domaine, et LeBron aussi a besoin de ballon. Donc le costume qui me parle le plus pour lui, ce serait celui de créateur sur les ailes, pas meneur à plein temps, pas scoreur numéro 1, plutôt un poste 3-4 qui reçoit le ballon dans l'elbow, attaque les joueurs plus petits, ralentit le match et ajoute un troisième niveau de lecture. Mais la plus grosse question dans cette version, pour moi, c'est le duo LeBron-Mobley. Comment tu le fais fonctionner ? Avec Mobley en 5 sur certaines séquences, Cleveland peut devenir plus mobile, plus long, plus moderne. LeBron en 4, Mobley en 5, Mitchell pour attaquer le cercle, des shooters autour. Là, il y a un truc. Le problème, c'est Allen. Il est très utile, mais il vit près du cercle. Mobley aussi. Et LeBron n'est pas un pur shooter qui fait sortir les défenses à 8 mètres. Si tu mets trop longtemps LeBron, Mobley et Allen ensemble, la raquette peut vite se retrouver embouteillée. C'est bien pour ça que le meilleur 5 ne sera peut-être pas celui qui est le plus sexy sur le papier. Mitchell, Harden, LeBron, Mobley, Allen, pour Kenny Atkinson, ça a une gueule folle, c'est sûr, mais parfois, un shooter pur à la place d'Allen sera souvent plus utile pour garder un minimum de spacing. Un Sam Merrill, par exemple, peut devenir vital juste parce qu'il n'a pas besoin du ballon pour exister. Plus tu as de créateurs, plus tu as besoin de mecs qui peuvent punir les aides au périmètre. Mais au milieu de tout ça, il y a aussi le vécu, et ça peut vraiment tirer l'équipe vers le haut. LeBron n'apporterait pas seulement des passes, il apporterait la mémoire des très grands matchs, les finales, les Game 7, les séries où chaque détail compte. Pour Cleveland, ça peut changer le mental de tout le monde, mais ça oblige chaque joueur à accepter un rôle clair. Mitchell ne doit pas trop forcer, Harden ne doit pas tout ralentir, Mobley doit encore se développer, Allen doit peut-être accepter de passer plus de temps sur le banc, Atkinson devra vraiment s'imposer en tant que coach, pas juste aligner les gros joueurs en mode collection de cartes Panini. Le vrai sujet, c'est pas est-ce que LeBron est encore fort ? Bien sûr qu'il est encore un excellent joueur. La vraie question, c'est dans quel line-up il rend vraiment les Cavaliers meilleurs. Si Cleveland choisit les bons mélanges, ça peut faire très mal, j'en suis persuadé. Mais s'ils empilent les noms en pensant que le talent va tout régler, ça peut vite ressembler à un 5 de All-Star Game, mais pas à une équipe. En gros, le fit est séduisant, mais il n'a absolument rien d'automatique, surtout qu'à côté de tout ça, il y a encore un passage bien relou à aborder, l'argent, le côté financier. Cleveland peut vendre à LeBron le retour à la maison, les racines, le dernier chapitre, mais la NBA te demande quand même de faire rentrer les contrats dans une grille, et les Cavaliers étaient déjà dans une zone bien crade, autour de 225 millions de dollars projetés, collés au second tape run, cette limite qui ne te coûte pas seulement de l'argent, mais qui t'enlève aussi de la flexibilité. En gros, dans le cœur, c'est simple, le retour de LeBron à Cleveland, mais dans un tableur Excel, ça devient vite un escape game, le bordel. Dans ce contexte, James Harden devient presque aussi important que LeBron. Son option à plus de 42 millions aurait étouffé Cleveland. S'il revient autour de 28 ou 30 millions par an, les Cavs récupèrent un peu d'air. Pas une vraie liberté, attention, juste assez pour respirer, et dans ce dossier, c'est déjà énorme. Mais même avec ça, Cleveland restera une équipe très chère. Mitchell et Mobley pèsent chacun autour de 50 millions, Allen est à 28, et derrière, il faut encore affiner l'effectif. La version réaliste, c'est donc LeBron au minimum vétéran, et sportivement, un LeBron au minimum, on en parlait dans la vidéo sur Philadelphie, c'est presque une blague. Quand t'es collé aux apron, même 2 ou 3 millions peuvent devenir un vrai sujet. La vraie question, c'est même pas est-ce que le contrat de LeBron peut rentrer dans le salary cap. La vraie question, c'est est-ce qu'il est ok pour accepter un statut de vétéran au minimum salarial, et surtout derrière, qu'est-ce qui reste ensuite une fois que tu l'as signé ? Est-ce que Harden va accepter un vrai sacrifice financier ? Est-ce qu'il restera suffisamment de spots derrière ? Toutes ces questions, elles sont réelles. Puis à côté de ça, est-ce qu'il faut couper ou transférer d'autres joueurs pour des questions de fit ou de salaire ? Si tout s'aligne, le chemin existe, mais au moindre grain de sable dans la machine, ça peut très vite devenir une galère. Voilà pourquoi le retour du King est crédible, mais pas forcément si évident à mettre en place du point de vue financier.
Sentimentalement, Cleveland peut dérouler le tapis rouge à LeBron pour son retour. Ils ont tout pour ça, mais financièrement, faudra réussir à trouver la bonne formule. Surtout qu'en parallèle, il y a aussi le cas Bronny à prendre en compte, même si cette fois-ci, je vais pas faire 3 minutes sur lui. Si tu le fais venir lui aussi à Cleveland, le symbole serait énorme. LeBron qui revient dans l'Ohio, près d'Akron, avec son fils qui lui aussi est né là-bas. C'est fort en termes de storytelling. Sauf que la case historique a déjà été cochée avec les Lakers. Ils ont déjà joué ensemble en NBA. Et Bronny n'est pas libre, faut le prendre en compte. Il appartient encore à Los Angeles. Donc il faudrait une vraie opération, probablement un trade, et encore sacrifier un nouveau spot. Bronny rendrait l'histoire encore plus belle, mais dans un roster déjà très serré, sa venue est-elle vraiment nécessaire ? Si LeBron y tient, ça fera sûrement un casse-tête de plus à remplir pour les Cavaliers. Et plus globalement, si on regarde le revers de la médaille, un retour du King à Cleveland, ça peut être magnifique, mais ça peut aussi être assez dangereux. LeBron a déjà eu sa fin parfaite avec les Cavaliers. La rupture, le retour, la promesse, le titre, ça restera pour toujours dans les livres d'histoire. Donc un troisième passage dans l'Ohio, ce serait pas une nouvelle tentative de réparation, ce serait un épilogue. Sauf qu'un épilogue, ça peut sublimer une histoire, ou bien laisser une drôle de dernière impression. Si LeBron revient et que ça marche, l'image est folle, mais si Cleveland se fait sortir tôt, si le fit est bancal, si la saison ressemble plus à une tournée nostalgique qu'à un vrai projet de titre, t'ajoutes une dernière image bien moins forte à une fresque qui avait déjà son plan final parfait. J'imagine que le King, pour sa sortie, ne veut pas donner la même image que celle de Michael Jordan à Washington au début des années 2000. C'est bien pour ça qu'en ce moment il fait face à un choix primordial pour la fin de sa carrière, surtout que de leur côté, les Cavaliers n'ont pas vraiment besoin de LeBron pour exister. C'est ça qui change tout. En 2023, il arrive comme un rookie qui doit sauver la franchise. En 2014, il revient comme le meilleur joueur du monde dans une équipe construite autour de lui. Aujourd'hui, les Cavs ont de gros joueurs, de beaux parcours de play-off, une hiérarchie, un vécu, une ambition. LeBron ne reviendrait pas écrire sa fin de carrière sur une page blanche, il reviendrait dans une histoire qui est déjà en cours. Et dans ce contexte, la question de Donovan Mitchell devient importante. Mitchell est aujourd'hui le visage sportif des Cavaliers. LeBron peut l'aider évidemment, moins de pression, plus de lecture, plus de calme, mais médiatiquement on sait très bien ce qui se passerait. Si LeBron revient à Cleveland, tous les projecteurs seront tournés sur lui. Même si Spider reste le meilleur scoreur, la lumière va se déplacer, il va passer au second plan. Mais c'est pas tout, Mobley aussi pourrait être touché par ce changement d'attention. LeBron peut lui apprendre énormément, mais il raccourcit toujours le temps d'un projet. Quand il arrive, on ne parle plus d'une progression tranquille, on parle de gagner maintenant. Et parfois, pour gagner, il faut un quotidien beaucoup plus froid, des rôles clairs, des matchs moches en janvier, des ajustements, bien souvent au détriment du développement. Je rappelle que Mobley n'a que 25 ans à l'heure actuelle. C'est bien pour ça que cette piste, au final, elle me plaît autant qu'elle me fait peur. LeBron ne changerait pas seulement une rotation, il déplacerait le centre de gravité de toute la franchise. Mitchell serait aidé, oui, mais il perdrait peut-être une partie de son aura. Mobley pourrait accélérer, mais avec une pression beaucoup plus brutale, et Cleveland aurait une occasion historique, avec le risque que l'équipe devienne surtout le théâtre du dernier film de LeBron. La plus belle histoire, des fois, elle représente pas forcément le meilleur choix sportif. Le décor a beau être beau, c'est pas lui qui va créer du spacing, qui va défendre sur les extérieurs rapides, ou qui va régler les fins de match. Alors oui, un retour comme ça pourrait être extraordinaire, mais pour qu'il le soit, il faut aussi que le projet basket tienne parfaitement la route. Je ne veux pas juste d'une dernière scène jolie à mettre à la fin d'un documentaire sur LeBron. Parce que si l'image prend le dessus sur l'équipe et le sportif, cette décision pourrait très vite devenir piégeuse. Au final, oui, Cleveland est crédible, mais pas juste parce que c'est Cleveland, pas juste parce que ce serait beau, pas juste parce que la vidéo de retour ferait exploser Internet pendant 48 heures. Cette piste tient debout parce qu'il y a un alignement assez rare. L'émotion, les relations, Rich Paul qui garde la porte ouverte, un roster déjà compétitif, un LeBron encore productif et ce minimum vétéran qui rendrait le scénario imaginable. Après, crédible, ça veut pas non plus dire simple ou sans risque. Comme on le disait, l'image que le King a laissée la dernière fois qu'il portait le maillot des Cavaliers est parfaite, ou pas loin. Est-ce que ça vaut le coup, vraiment, de prendre le risque de la dégrader avec une tournée d'adieu potentiellement mal gérée ? Au final, mon verdict, c'est ça. Cleveland n'a peut-être pas le chemin financier le plus simple, ni le fit basket le plus propre, ni le projet le plus évident sur le papier. Mais Cleveland a un pitch que LeBron ne retrouvera nulle part ailleurs. Les autres équipes peuvent lui vendre une dernière aventure, les Cavs, eux, peuvent lui vendre la plus belle dernière phrase. Encore faudra-t-il savoir comment l'écrire. Mais bref, maintenant, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous y croyez, vous, à un troisième passage de LeBron à Cleveland, ou alors vous pensez qu'une autre équipe a l'avantage ? Et s'il y va pour vous, ce serait la fin parfaite, ou alors un trop gros risque d'abîmer une nouvelle fois son image dans l'Ohio ? Dites-moi tout ça, vraiment, j'ai trop envie d'avoir vos retours là-dessus, parce que j'imagine qu'il va y avoir plusieurs arguments, plusieurs positions, et ça va être super intéressant. Et tant qu'à faire, dites-moi aussi si vous voulez que je continue comme ça, à étudier la situation de LeBron dans une nouvelle équipe, et dites-moi laquelle. Ensuite, si vous voulez filer un coup de main, pensez à booster cette vidéo s'il vous plaît, ça l'aide énormément à gagner en visibilité. Enfin, évidemment, si ce genre de gros débat NBA vous plaît, pensez à vous abonner également, parce que j'espère bien qu'on va suivre toute la suite de ce feuilleton ensemble sur cette chaîne. Allez, merci pour toute l'équipe, prenez soin de vous, et nous, comme d'hab, on se retrouve directement juste en dessous, dans la section commentaires.